Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie, encore une fois, de Charles Dagneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, disons-le, on a deux sujets qui n'ont absolument aucun rapport entre eux, mais qui, je l'espère, seront quand même intéressants pour tout le monde. Moi, je vais parler d'un État dont vous allez voir souvent, vous avez probablement déjà lu ce nom-là, de cet État disparu qui s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, je vais parler de cette entité politique vraiment étrange qui a existé en Europe autrefois. Mais tout d'abord, on va aller parler, tu as souvent des sujets à connotation maritime. Là, on va parler d'un sujet maritime. Je ne sais pas si on peut dire maritime, on va dire nautique. Lacustre. Oui, lacustre, parce qu'on va parler d'archéologie navale, mais dans un lac en Estrie. Exactement. En 2017, un groupe de protection pour le lac Massawippi faisait affaire avec des plongeurs et puis par hasard, ils sont tombés sur une épave. Là, déjà, ça a attiré mon intérêt. On ne s'attend pas à ça. Non, parce que c'est très rare qu'on fait des trouvailles archéologiques au fond des lacs, surtout des lacs du Québec. Peut-être que ça va donner l'impulsion à ça, parce que je serais vraiment curieux, là, quand on s'en va dans le Golfe, quand on s'en va dans l'océan, dans les lacs, on risque de faire des trouvailles qui, même à un certain point, peuvent changer les notions qu'on a sur l'histoire. Ce n'est pas le cas ici, mais ça parle quand même d'une époque, le tournant du 20e siècle, la fin du 19e siècle, où, à cette époque-là, il n'y avait pas de routes et puis de moyens de communication comme on a aujourd'hui. Avant des routes modernes, les voyages, on le sait, se faisaient par voie d'eau, puis c'était souvent beaucoup plus efficace que les voyages terrestres. Des navires à vapeur de différentes tailles puis de capacités ont joué un rôle très, très, très important, surtout au niveau de la navigation fluviale. On a simplement pensé aussi des voitures d'eau, les caboteurs qui ont duré pratiquement jusqu'à... On a vu dans les années 60-70, avant que la navigation fluviale prenne un essor pour l'économie. Et puis, dans les lacs de l'Estrie, c'était à la fois vital pour les communications parce qu'ils transportaient des biens de consommation comme, entre autres, des billes de bois qui venaient des scieries locales des passagers. Et puis, plus souvent, des clients d'hôtels de bord de lac, des propriétaires de chalets, des excursionnistes. Parce que cet endroit-là, on trouvait beaucoup de familles bien nanties. La proximité avec les États-Unis a fait que c'était un lieu un peu de villégiature, comme on voit beaucoup ici au Québec, qui étaient des destinations de prédilection pour les riches Américains qui venaient nous visiter ici puis profiter des beautés du Canada. Un peu comme Charlevoix et exactement. quelques autres endroits, le bas du fleuve, ainsi de suite. C'est ça. Là, on a une équipe de plongeurs qui ne sont pas en recherche d'épave. Puis là, à un moment donné, ils tombent sur ce bateau englouti par 15 mètres de fond, à un endroit gardé secret. Bien qu'on connaisse l'emplacement, on pourrait être à 3 mètres de l'épave, puis on ne saurait pas qu'elle est là. Pourquoi garder ça secret? Et évidemment, si on regarde ce qui est arrivé, par exemple, au Empress of Ireland, au large de Rimouski, ça va attirer beaucoup, beaucoup de plongeurs, puis on risque de voir un pillage de cette épave-là. Et puis, on parle quand même de 123 ans. C'est pas de l'Antiquité énorme, mais ça a quand même une valeur historique parce que ça va nous reconnecter avec un mode de vie qui est totalement désuet aujourd'hui. Là, on parle de l'époque du maréchal Ferrand et puis du fer-blantier. Puis de la propulsion à vapeur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus romantique dans l'histoire parce que avant l'apparition des moteurs diesel et puis de tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour la propulsion maritime, la vapeur était roi. Qu'on pense, par exemple, à un de tes endroits préférés au monde, le Mississippi, les magnifiques bâtiments qui faisaient justement le transport à l'époque du coton. Ici, c'était plutôt des biens de survie, le quotidien finalement, le courrier, très important parce que on avait une très belle résidence isolée dans pratiquement une tour d'ivoire
L'hiver, bien évidemment, les lacs étant gelés, le trafic se faisait par voie de pont de glace. Mais l'été, non seulement on faisait de la plaisance, mais on transportait aussi beaucoup de passagers, de touristes. Il devait y avoir une activité incroyable. Et puis, c'était pas seulement, par exemple, sur le lac Massawippi, c'était aussi sur tous les autres lacs, comme le Memphremagog, entre autres, et puis le lac Champlain, et puis on pourrait en nommer beaucoup, beaucoup. Même les plus petits lacs avaient leur passeurs, leurs bateliers. Souvent, c'était à la rame. Au début, bien, c'était des canots, puis c'était des petites embarcations. Mais là, on parle de navires qui faisaient 20 mètres de long. Et puis, on parle pratiquement de paquebot parce qu'un dénommé Le Baron était propriétaire de 3 de ces navires-là, dont un qui portait le nom célèbre de Mayflower. On devait leur donner des noms, là, la recherche s'impose, des noms ronflants. Et à ces navires-là, tu as une petite embarcation qui s'appelait le Queen Mary, par exemple. Le Mayflower, qui est connu pour justement l'arrivée des pèlerins les premiers colons de la baie de Massachusetts. Et voilà. Peut-être beaucoup d'anglophones dans l'Estrie sont d'origine loyaliste ou américaine. Voilà. C'est peut-être qu'ils ont emprunté le nom à cause de ça. Sans doute. Et puis, il transportait beaucoup, comme je mentionnais tantôt, de passagers, mais un certain monsieur Dubé raconte que, excusez-moi, monsieur Guérin, désolé, qu'il y avait un piano à bord et puis, évidemment, les belles soirées d'été sur le lac, on avait des soirées, des parties, probablement un peu arrosées, hein, comme c'était l'époque. Le bateau aurait coulé lors d'une soirée en 1894. On ne sait pas exactement pourquoi. Les recherches n'ont pas nécessairement dit s'il s'agissait d'un accident, donc ça ouvre à toutes les hypothèses. Quand les plongeurs, en 2017, ont retrouvé l'épave du Mayflower, ce qui reste encore un peu à déterminer, parce qu'il y en avait d'autres paquebots, mais il semble que ce soit vraiment celui-là. Il n'y avait aucune machinerie puis aucune pièce métallique à l'intérieur. Ça sent un peu ce qu'on appelle dans le domaine la barratterie, qui est une arnaque à l'assurance, ni plus ni moins. Donc, le bateau, pour une raison quelconque, peut-être qu'on veut toucher un montant ou qu'il y a trop d'entretien à faire dessus, ça coûterait trop cher de le démolir, on va le laisser abandonner ou mieux, on va le couler, il va disparaître sans aucune preuve, mais on va retourner quand même sur l'épave, aller retirer qu'est-ce qui a de la valeur, la machinerie, entre autres, puis toutes les pièces métalliques qui vont sans doute être employées dans d'autres bâtiments. Fait que le mystère est à ce niveau-là. Est-ce qu'il s'agit vraiment du Mayflower? On a vu sur l'épave des hublots, mais les photos, les rares photos de ce bâtiment-là n'en montrent pas. Mais c'est pas quelque chose de suffisant pour dire qu'il ne s'agit pas du célèbre Mayflower, navire totalement inconnu jusqu'à 2017, finalement. Et puis qui était, comme je le vois, là, la salle de spectacle qui faisait traverser en fait le trafic entre North Atlee et Ayerscliff, des villes qu'on connaît très bien. Et puis, donc, c'est une portion d'histoire du Québec, d'histoire de l'Estrie qui nous amène à découvrir cette navigation lacustre-là à vapeur qui avait lieu justement là, au 19e, début du 20e siècle. Moi, ça a vraiment piqué ma curiosité. Et puis là, on parle de 123 ans, une épave, trouvaille archéologique. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ça? Probablement, bon, où il a été construit, par exemple, quel type de bâtiment c'était, le type de propulsion. Mais le vrai mystère de l'histoire, c'est pourquoi a-t-il coulé? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident provoqué ou tout simplement il était sur le party et puis ils sont allés avec le navire où il fallait pas? On fait une fausse manœuvre, on le retrouve au fond. Mais là, il faut le remplacer rapidement. On va récupérer la machine. Si en soi, c'est un exploit, digne des travailleurs de la mer de Victor Hugo. Alors, peut-être que dans l'avenir, je vais reparler un peu de la navigation lacustre au Québec, mais le Mayflower, c'est pour le moment la meilleure trouvaille archéologique pour l'Estrie au fond des lacs. Oui, mais ça, on soulève un point important quand on parle des histoires locales, le nombre de choses qu'on a souvent autour de nous et qui finalement, quand on prend le temps de regarder, on se pose des questions. Moi, j'habite pas loin d'un endroit où il y a en plein bois un vieux réfrigérateur. Mais qui a amené un réfrigérateur en plein bois?
Parce que je regarde autour et je ne vois vraiment pas pourquoi il y aurait quelqu'un qui aurait amené ça là. Et en même temps, je me dis peut-être qu'il a été mis là avant que ça pousse, que les arbres deviennent aussi gros qu'ils le sont. Ce qui ne répond pas à la question, ça ne dit pas comment c'est arrivé là. Il y a beaucoup de choses fort énigmatiques autour de nous quand on prend le temps de regarder. Et puis aussi de découvrir l'histoire, mais l'histoire locale. Là, nous autres, évidemment, Victoriaville, Drummondville et les alentours aussi. Je rêve souvent de m'équiper d'un détecteur de métal puis de partir à l'aventure comme ça. Peut-être un projet de retraite et puis on pourra faire une histoire à dormir debout sur le sujet. C'est ça. Alors effectivement, on garde ça pour l'avenir. Voilà. Moi, je vais parler d'un État dont le nom est souvent très énigmatique. Son histoire est bien connue. Si j'étais allemand, si on était en Allemagne, je ne surprendrais personne parce qu'eux autres, là-bas, ça fait partie de leur histoire. Mais ailleurs dans le monde, quand on voit ça, le Saint-Empire romain germanique, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça me rappelle l'histoire des cours d'histoire 101, n'est-ce pas? C'est ça. Mais c'est très... Moi, personnellement, ça ne me disait rien quand on en a parlé la première fois. Alors, le Saint-Empire romain germanique, pour comprendre comment cet État-là est venu au monde, c'était une espèce de confédération d'États allemands où il y avait dominé par un personnage qui était l'empereur et qui, avec une diète, mais c'était une confédération, ces États-là étaient à toute fin pratique presque indépendants. C'était presque une alliance. C'était plus proche de l'ONU que des États-Unis, si on veut une comparaison. Mais l'origine de ça, il faut remonter à la fin de l'Empire romain d'Occident. Vous savez, en 390 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose divise définitivement l'Empire romain en deux. Il y a l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient comprend les Balkans, la Grèce, ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, et une partie, l'Égypte et ce qui est aujourd'hui la Libye. Le reste de l'Afrique du Nord, l'Italie, puis toute l'Europe de l'Ouest, c'est l'Empire d'Occident. Les deux empires vont avoir des destins très différents. L'Empire d'Orient va durer 1000 ans encore, bien qu'il va perdre beaucoup de territoire à un moment donné. L'Empire d'Occident, lui, en 400 après Jésus-Christ, donc, mettons 410, 20 ans après la division, il est déjà devenu une fiction parce que les tribus germaniques, dit les barbares, se sont installés un petit peu partout pour fonder leur propre royaume. Et finalement, en 476, il y a un général qui s'appelle Odoacre qui prend le pouvoir à Rome et envoie le dernier empereur en exil. Et on considère qu'à cette date-là, l'Empire romain d'Occident n'existe plus, même si, comme je dis, ça faisait au moins 60 ans qu'il n'existait plus en pratique, il n'y avait plus de pouvoir réel. Donc, on a des royaumes qui se sont créés. Il faut savoir que tous ces barbares-là, comme on les appelait, barbare, c'est un mot grec qui désigne quelqu'un qui ne parle pas grec. En réalité, là, c'est ça que ça veut dire. Les barbares, donc, ne venaient pas avec l'idée de détruire l'Empire romain. La plupart, au contraire, espéraient devenir des citoyens romains et faire partie de l'Empire romain, mais se développer une certaine autonomie. Simplement, l'Empire n'avait pas les forces pour garder tout ce monde-là ensemble et ça a terminé par une collection de royaumes. Mais l'Empire romain est encore une référence. C'est là d'ailleurs qu'on se demande pourquoi, quand on parle de l'Église catholique, on dit l'Église catholique romaine. Bien parce que pendant longtemps, romain, c'était synonyme de catholique. Bon. Donc, tous ces États-là existent et il y a cette idée que, dans le fond, l'Empire romain, c'était bien mieux organisé, surtout que ces gens-là se battent entre eux. Le pape aimerait bien revoir un empereur, c'est une référence. On peut penser qu'il y a une certaine nostalgie d'une époque où il y avait un peu plus d'ordre et de sécurité dans la population. Les grands seigneurs, les rois des différents royaumes, eux autres envient plutôt le pouvoir que l'empereur romain avait. On tente d'ailleurs, souvent, les choses continuent comme à l'époque de l'Empire romain dans certains de ces royaumes-là, excepté que la capitale est locale. Donc, l'idée se fait. Et à un moment donné, il y a un chef de la tribu des Francs, Charles, qui va conquérir d'abord tout ce qui est aujourd'hui la France, une partie du nord de l'Espagne, une partie de l'Allemagne et du nord de l'Italie, va établir son pouvoir et va avoir l'idée de recréer l'Empire romain. Alors, en 800 après Jésus-Christ, Charles dit le Grand, ou comme on disait en latin, Carolus Magnus,
qui pour nous autres donne Charlemagne. Charlemagne, en 800 après Jésus-Christ, le jour de Noël, se fait couronner empereur des Romains à Rome par le pape. En fait, ce n'était pas tout à fait son idée. Il aurait aimé se couronner lui-même avec la bénédiction du pape. Le pape lui a mis la couronne sur la tête. Ça l'a choqué, semble-t-il. Il n'était pas content après, parce que là, c'est comme il a donné au pape le pouvoir de créer des empereurs. Donc, bref, on a un empereur. Quand Charlemagne meurt, malheureusement, il suit non pas la coutume romaine, mais la coutume de sa tribu. Il divise son empire en 3 entre ses fils. Donc, mais il y en a un qui garde le titre d'empereur. Mais ça va durer, les guerres vont prendre entre les royaumes, entre les fils, et eux autres, quand ils vont avoir des successeurs, ils vont diviser également leur empire en plusieurs. Après une soixantaine d'années, il n'y a plus personne qui s'occupe de la couronne impériale. On se nomme roi de ci, roi de ça. Jusqu'en 962, là, il y a un chef germanique, Otton, roi d'Allemagne, comme on disait, qui était juste une partie de l'Allemagne actuelle, qui bat des envahisseurs, les Hongrois, une tribu qui arrive d'Europe centrale, des tribus nomades. En 955, Otton les bat, devient un héros et reçoit du pape Jean XII la couronne impériale. Donc, on a de nouveau un empereur. Et là, c'est là qu'on rajoute, parce que la religion est très importante, le titre de Saint-Empire romain. Alors, on dit le Saint-Empire romain. Mais là, en fait, ce n'est pas l'Empire romain comme on le connaissait. C'est une collection de royaumes, de duchés, etc., qui sont tous plus ou moins indépendants. Et ça va toujours être un peu la lutte de l'empereur pour tenter de réunir ce monde-là et de centraliser un petit peu. Mais le roi de France fait la même chose dans son royaume. La différence, c'est que le roi de France va arriver à écraser le pouvoir de ses grands seigneurs et à prendre le pouvoir. En Allemagne, il n'y arrivera jamais. Donc, on a une diète, une espèce de parlement où ces rois-là ces souverains-là envoient des délégués et on traite avec l'empereur qui est quand même perçu comme le personnage le plus important dans la chrétienté. Un des problèmes qu'il a, cependant, c'est que l'empereur d'Orient, qui existe toujours, ne reconnaît pas le titre d'empereur d'Occident. Pour eux autres, il y en a un empereur des Romains, il est à Constantinople. Ouais. Donc, mais on se parle quand même. Et en 972, l'empereur Otton II va épouser Théophano, une princesse de Constantinople. Donc, ça indique un réchauffement, une alliance avec l'Empire d'Orient. Et donc, on va... mais là, comme je l'ai dit, les empereurs cherchent à augmenter leur pouvoir. Et là arrive la querelle qui va nommer les évêques, entre autres. Alors, est-ce que c'est le pape ou si c'est l'empereur? Depuis que pendant le bout qu'il n'y avait pas d'empereur, c'était le pape. Mais là, l'empereur commence à dire, c'est une de mes prérogatives. Après tout, dans l'Empire d'Orient, justement, c'est l'empereur qui nomme les évêques. Donc, la querelle commence avec le pape et ça va se dégénérer très, très, très vite. En fait, l'Europe va se diviser en 2 parties, les Guelfes et les Gibelins. Les Gibelins sont ceux qui prennent pour l'empereur, les Guelfes sont ceux qui prennent pour le pape, et l'Italie va se diviser, même à l'intérieur des cités, ça va se battre autour de ça. Le pape va excommunier l'empereur, et l'empereur Henri IV, et éventuellement, l'empereur va être obligé de se rendre à Canossa, en Italie, pour faire pénitence et demander pardon au pape. Parce qu'en excommuniant l'empereur, on donnait à ses vassaux le droit de se révolter contre lui. Donc, son pouvoir commençait à être anéanti, si on veut. Donc, et ces empereurs-là font tous partie plus ou moins de la même famille. Ils sont élus, il faut savoir, ils sont élus par 7 grands princes allemands qu'on appelle les grands électeurs, qui ont le privilège. Au départ, c'était les 7 plus puissants. À un moment donné, c'est plus les 7 plus puissants, mais ils ont gardé cette tradition-là, c'est eux autres qui élisent l'empereur. Ils vont élire quelqu'un qui est dans leur poche, évidemment. C'est ça. Et d'où le fait qu'on achète souvent les votes. Donc, en 1137, l'empereur Lothaire II meurt au retour d'une expédition. Lui, il n'y a pas de descendant. Nouvelle élection impériale.
arrive au pouvoir un dénommé Conrad III. C'est la dynastie des Hohenstaufen, qui vont être très longtemps les empereurs du Saint-Empire romain germanique. C'est eux qui vont diriger la croisade. Comme je l'ai dit, l'empereur n'a pas beaucoup de pouvoir sur ses vassaux, mais en même temps, il a un grand prestige. Quand il s'agit en Europe, là, qu'il y a une crise qui semble, comment dirais-je, menacer l'ensemble de l'Europe, c'est l'empereur qu'on voit comme le chef potentiel. C'est vers lui qu'on se tourne. On l'appelle, d'ailleurs, on ne dit pas l'empereur du Saint-Empire romain, on dit l'empereur. Il y en a un en Europe de l'Ouest, c'est celui-là. Donc, l'empereur, c'est à cette date-là aussi à peu près qu'on va rajouter le qualificatif germanique. Parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a à peu près juste des Allemands dans l'Empire. À part des Hollandais, un peu, mais c'est très majoritairement un empire de langue allemande, parce qu'on a perdu le contrôle sur l'Italie, donc il reste l'Allemagne, puis des pays un petit peu alentour. Donc, on va avoir les empereurs qui vont régner. On va voir au début du 13e siècle, d'ailleurs, un empereur, le Frédéric II, qui va être, lui aussi, va se faire excommunier à un moment donné. Lui, c'est un esprit libre. Il y a des célèbres pour avoir une déclaration. Le monde a été trompé par 3 imposteurs, Moïse, Jésus et Mahomet. Donc, ce n'était pas un grand croyant, mais il va se faire excommunier, lui-ci, toujours pour la même question les nominations d'évêques, etc. Sauf que lorsqu'il va éventuellement aller à Jérusalem et récupérer Jérusalem au cours d'une croisade où il n'y aura même pas une seule bataille, il va négocier, tout simplement. Bien là, ça va être gênant pour le pape. Il va être obligé de le pardonner, en quelque sorte. Éventuellement, il va mourir. Son fils, Conrad IV, va mourir peu après lui. Et là, il va avoir le grand interrègne, c'est-à-dire que pendant à peu près 25 ans, il n'y aura pas d'empereur, à nouveau. Jusqu'à ce qu'en 1273, on a une nouvelle élection. Et là, on élit Rodolphe Ier. Lui, c'est le premier de la dynastie des Habsbourg. Et les Habsbourg, ils vont être extrêmement importants. D'abord, c'est eux qui vont promulguer ce qu'on va appeler la bulle d'or. On va fixer comment on élit l'empereur à l'avenir, c'est qui les 7 électeurs, parce que ça va bouger. Et on va avoir donc le règne des Habsbourg, ça va se fixer. Mais l'Empire n'a pas énormément de pouvoir. On ne pense plus beaucoup à refaire l'Empire romain à cette date-là. Jusqu'en 1519, quand monte sur le trône Charles Quint, qui est déjà roi d'Espagne, lui, ça va être le dernier à tenter vraiment de refaire de l'Empire la grande puissance européenne. Il ne faut pas oublier que lui, il y a l'Espagne dans son domaine, il y a des terres en Italie, et il a l'empereur, il encercle la France, sauf que ses plans vont dérailler parce que va arriver la réforme religieuse, c'est-à-dire Luther, qui crée la religion protestante. La guerre prend entre protestants et catholiques, et ça se passe surtout en Allemagne. L'empereur, l'Empire devient presque ingouvernable. Et ça va être le cas pendant plusieurs années, jusqu'en 1648, après la guerre de 30 ans, qui va être une guerre horrible, où à peu près un tiers de la population de l'Allemagne va mourir. Là, on va refaire une entente, et l'Empire va continuer à subsister. Les gens payent encore la dîme, un revenu qui va à l'empereur. La diète fonctionne encore, mais ça ne se parle pas beaucoup entre catholiques et protestants. Et il se développe des États beaucoup plus puissants que l'empereur lui-même, notamment la Prusse, royaume qui se développe à l'Est. Et l'empereur lui-même, les Habsbourg, ils ont leur propre domaine, qui est l'Autriche. Et ils vont conquérir des territoires à l'Est, notamment la Hongrie. Et ils vont créer un grand empire qui n'est plus le Saint-Empire romain, mais leur empire à eux, l'empire familial, dont une partie fait partie du Saint-Empire romain, puis une grande partie complètement indépendant du Saint-Empire. Mais ça continue à vivoter. On continue à se préoccuper de savoir qui est l'empereur, jusqu'à la fin du 18e siècle. Là arrive la Révolution française, les guerres de la Révolution française. En France arrive un individu qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui prend le pouvoir et qui va se faire couronner empereur des Français. Donc, on a 2 empereurs en Europe de l'Ouest. Et arrive la bataille d'Austerlitz en 1806, où les Autrichiens, dirigés par l'empereur François II, sont vaincus. Et une grande partie de l'Allemagne, de l'ancien Saint-Empire, est conquis par Napoléon, qui crée ce qu'on appelle la Confédération du Rhin. Et là, l'empereur François II
décide, ça n'existe plus, le Saint-Empire romain, et il renonce donc à la couronne de Saint-Empire, et il prend le titre à la place d'empereur d'Autriche. Et c'est là qu'on va voir apparaître l'Autriche, qui va devenir l'Autriche-Hongrie au 19e siècle, qui domine l'Europe centrale jusqu'au 20e, en fait, jusqu'en 1914. Et donc, on a cet empereur qui est créé. Arrive 1861, et ça, donc, c'est la fin du Saint-Empire romain germanique. Il va y avoir des séquelles, parce qu'en 1871, lorsque la Prusse défait la France dans une guerre, on réunit tous les États allemands et on fait nommer empereur le roi de Prusse, qui va devenir empereur d'Allemagne. Donc, on se retrouve avec deux empereurs, l'empereur d'Autriche et l'empereur d'Allemagne. Et il faut savoir que le mot empereur, en allemand, c'est Kaiser. Ça vient de quoi? Ça vient de César. Donc, donc on va avoir des nostalgies de cet empire quand même. Et il y a un autre mot très important qui vient c'est que le mot empire en allemand, c'est quoi? C'est Reich. Et là, s'il y a des gens qui cherchent une explication, quand on voit Hitler qui disait qu'il créait le Troisième Reich, le premier, c'était le Saint-Empire romain germanique. Le deuxième, c'était l'Empire allemand créé par Guillaume, le roi Guillaume en 1871. Et puis enfin, bien, il y a eu celui d'Adolf Hitler. Donc le mot Reich, ça vient de là. Alors le Saint-Empire romain germanique, c'est ça. C'était un État qui était relativement faible, mais qui avait une importance énorme en Europe au Moyen Âge. Et puis en t'écoutant aussi qu'il y a eu une très importante influence sur le déroulement de l'histoire après aussi. Ben oui. Parce que là, on parlait des Habsbourg tantôt, qui ont conquis finalement l'Europe par le mariage. C'est ça. On apprend que leur origine est du Saint-Empire germanique, quand Exactement. même. Oui. Leur ascension, ça a été d'abord de devenir là, des empereurs du Saint-Empire romain germanique. Wow. Et c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, ça termine notre émission Histoire à dormir debout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.